Bonjour, cette petite démo vous propose une information condensée sur le concept d'audit bienveillant. Vous y découvrirez quelques principes de cette nouvelle approche et cela vous donnera une idée du contenu et de la pédagogie de nos webinaires et de nos supports de formation prêts à l'emploi. Le monde qui nous entoure change continuellement et les modes de vie sont en train d'exploser. Ce nouvel environnement impose de ne surtout pas être figé dans ses attitudes et ses décisions, mais au contraire, de devenir plus agile, de développer une adaptabilité dans un monde où tout va plus vite. Dans le monde de l'entreprise et dans tous les domaines et secteurs d'activité, les leaders et les managers doivent s'adapter à un contexte nouveau que l'on dénomme VUCA. C'est un acronyme de langue anglaise qui signifie volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Nous sommes certains d'une seule chose, c'est que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Nous devons tous nous habituer à changer nos méthodes de travail, nos modes de relation avec les autres collègues et avec la hiérarchie. Il ne s'agit pas de travailler plus vite, mais de travailler utilement, c'est-à-dire intelligemment. Il faut éviter les pertes de temps, les travaux inutiles, les gaspillages. Il faut réduire les événements indésirables, les non-conformités, les réclamations clients. Nous devons tous nous impliquer dans ce changement nécessaire à la survie de notre entreprise et par conséquent à notre propre survie. Pour cela, il faut faire en sorte que le travail ne soit plus une corvée, mais une passion. Et une amélioration de la qualité de vie dans l'entreprise est indispensable. Pensons aussi à améliorer les conditions de travail afin de réduire et d'éliminer les accidents et les risques professionnels. Pensons encore au monde de demain et travaillons à réduire les déchets et les pollutions de toutes sortes. La recherche de la performance est, tout le monde le sait, une nécessité pour survivre dans le monde cruel de la concurrence. Mais d'abord, il nous faut donner quelques éclaircissements sur cette notion avant d'expliquer la contribution des audits internes dans cette quête. Il faut d'abord savoir que la performance n'est pas une valeur absolue. Elle ne peut s'exprimer que par rapport à des modèles, à des résultats prévus, à des objectifs planifiés, à des règles à observer. Dans les exemples cités dans la diapositive, prenons celui du chiffre d'affaires. Si j'annonce à mon entourage que j'ai fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 350 € et que je leur demande si j'ai fait preuve de performance, on est incapable de me répondre. Si je devais en faire 500, mes résultats, autrement dit ma performance, sont mauvais. Mais si je devais en faire 200, alors j'ai montré la performance dans mon travail. La notion de modèle est indissociable de celle de performance et nous développerons ce sujet un peu plus loin dans le détail. Mais, d'ores et déjà, pour en revenir à l'entreprise, nous pouvons affirmer que les modèles primordiaux, qui nous servent de guide et auxquels nous devons comparer notre organisation, sont les exigences des clients et les exigences légales et réglementaires. D'ailleurs, la norme ISO rappelle ces modèles au paragraphe 1, Introduction, dans lequel elle explique le premier objectif qui est de démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Par conséquent, toute activité doit répondre à une exigence des clients ou une contrainte légale ou réglementaire. C'est le postulat des auditeurs. Ces modèles essentiels qui conduisent et contraignent les activités d'un organisme sont ce que l'on appellera des métamodèles. En premier lieu, je le rappelle, tous les organismes doivent travailler pour répondre aux attentes et aux exigences de leurs clients. C'est le métamodèle le plus important et qui concerne absolument toutes les entreprises. Pour celles qui fournissent ou vendent des produits et des services couverts par une législation ou une norme obligatoire, par exemple des produits de sécurité, des produits électriques, des casques de moto, etc., alors le second métamodèle est celui de la réglementation. On doit fournir des prestations qui répondent aux besoins des clients dans le cadre de la réglementation. Les collectivités territoriales et les services de l'État sont dans ce cas. Par conséquent, toute activité doit répondre à une exigence des clients ou est une contrainte légale ou réglementaire. Autrement dit, il ne peut y avoir une activité qui n'aille pas dans ce sens
dans le sens de la satisfaction des clients et dans le respect de la réglementation. Il existe aussi d'autres métamodèles, c'est-à-dire d'autres contraintes extérieures qui peuvent justifier une activité interne, mais elles ne sont pas consommatrices de la quasi-totalité des ressources, comme le sont les deux premières, les clients surtout. Parmi ces métamodèles, on peut identifier la concurrence, qui oblige parfois à mettre en place des veilles et à engager des actions. On peut citer également la technologie, qui nécessite des études et des veilles pour que les métiers pratiqués dans l'organisme demeurent à la pointe du progrès. Et puis, toutes les contraintes normatives que les organismes peuvent, volontairement ou non, prendre en compte, comme la santé et la sécurité au travail avec la norme 45001 ou la préservation de l'environnement avec la norme 14001. Dans l'absolu, un travail ne peut s'effectuer sans qu'il y ait des modèles. Nous en connaissons quelques-uns qui sont dans nos pratiques habituelles d'organisation. Ce sont déjà des objectifs de résultats, surtout par exemple dans les activités de vente ou de production, où ils sont bien connus. Ce peuvent être aussi des procédures, des protocoles, des consignes, etc. Cependant, il est fréquent que des tâches soient effectuées sans modèle. Nous travaillons alors par habitude, en reproduisant ce qu'on nous a montré, en organisant nous-mêmes notre travail sans savoir si celui-ci est utile, c'est-à-dire s'il contribue à satisfaire le client. Chacun d'entre nous travaillant encore souvent dans son coin sans se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, il s'ensuit des gaspillages de temps, des redondances. Nos vieilles pratiques de management sont à l'origine de compétitions internes néfastes à la performance globale et de détermination d'objectifs parfois contradictoires. On connaît l'exemple des achats et de la production qui est assez courant. En principe, toutes les activités devraient être couvertes par des modèles qui, outre les objectifs à atteindre, devraient aider à réaliser les dits objectifs au moindre coût. C'est à cela, en principe, que servent les procédures et autres protocoles évoqués précédemment. Cependant, dans un monde qui bouge, les bonnes pratiques de travail sont parfois laissées à l'initiative des employés, car ceux-ci sont confrontés à des situations nouvelles ou imprévues, à des problèmes inattendus. C'est pour cette raison que l'on doit déterminer les modèles dont on a besoin pour maximiser la performance d'un organisme. Les modèles internes d'un organisme doivent découler des métamodèles. Les consignes au poste de travail doivent être la traduction des attentes des clients pour le travail en question. Ces consignes doivent être aussi la traduction des contraintes réglementaires pour ce même poste. Les métamodèles doivent se traduire en modèles internes qui sont les finalités, la vision et les objectifs de toute nature. Ce sont aussi les résultats attendus à court, moyen et long terme. Pour les employés, ils peuvent s'exprimer soit sous forme de procédures, soit sous forme de principes ou de valeurs à respecter, soit encore sous forme de consignes orales. Le principe de l'audit est simple. Il consiste à identifier des écarts entre des modèles et des situations de terrain. Celles-ci ne sont pas très difficiles à appréhender par un auditeur car il doit faire preuve de curiosité et disposer de bonnes pratiques de questionnement. La difficulté réside surtout dans l'identification des modèles pour être en mesure de distinguer un écart éventuel. Tous les modèles évoqués jusqu'ici, que ce soit des métamodèles ou des modèles internes, doivent être pris en compte lors des activités d'audit. Le terme officiel pour désigner ces modèles est critère d'audit, dixit le référentiel ISO 19011 sur les audits de systèmes de management. Un écart, une différence entre modèle et situation de terrain, doit être un événement concret et factuel qui est significatif d'un problème potentiel. Lorsqu'un auditeur relève un écart, celui-ci ne doit pas être contestable et pour cela, il faut éviter de donner des opinions ou de porter des jugements. L'auditeur doit être capable de citer les modèles concernés. Or, la notion de modèle n'est pas très courante dans les organismes et, lorsqu'elle existe, elle se manifeste le plus souvent dans les procédures et autres protocoles en place. Autrement dit, nos modèles sont généralement des documents formalisés qui expliquent comment travailler. C'est cela qui a été développé à outrance dans les années précédentes dans les démarches qualité, lesquelles étaient connues auparavant comme des organisations où il fallait écrire ce que l'on faisait et faire ce que l'on avait écrit. Les systèmes documentaires ont tendance à se restreindre en raison de l'évolution de notre contexte
qui oblige à plus d'initiatives et donc à moins de procédures. D'autre part, dans de nombreuses entreprises, les employés travaillent sans modèle. Ils exécutent des tâches qu'on leur a demandé de faire en organisant souvent eux-mêmes leur poste de travail. Ils font ce qu'ils ont toujours fait. La difficulté est donc pour l'auditeur de s'assurer lui-même de l'existence éventuelle de modèles oraux, par exemple ce que les responsables leur donnent comme objectif, ou ce que les responsables leur expliquent comme pratique de travail souhaitée. La recherche de la performance et de l'amélioration est de la responsabilité de tout un chacun, mais elle est essentiellement du ressort des managers de tout niveau qui doivent s'assurer que les ressources dont ils ont la charge travaillent de manière efficiente. Cette recherche de la performance est amoindrie par la routine et le fait que trop souvent, les managers et les employés n'ont pas le recul et ne prennent pas le temps nécessaire pour analyser leurs activités et pour améliorer leur production et leur méthode de travail. L'audit interne doit par conséquent les aider dans cette tâche essentielle. L'audit oblige à prendre un temps pour observer et écouter et pour identifier les écarts. L'auditeur n'est pas un contrôleur qui vient s'assurer que les managers et ses ouailles respectent les règles. Il travaille pour aider les audités à améliorer les performances de leur domaine d'activité. Pour cela, il ne doit pas se positionner en surveillant ou en donneur de leçons, mais mettre sa curiosité et son métier d'auditeur au service des audités. Il est là pour leur faire prendre conscience de la possibilité d'amélioration des pratiques, constat que les audités qui ont souvent, comme on le dit, le nez dans le guidon, ne font plus. L'auditeur doit instaurer une relation de confiance avec les audités et adopter des comportements en ce sens. Il doit faire preuve de bienveillance. La bienveillance est le principe de base de ces nouvelles approches d'audit. Il faut absolument se débarrasser de ces vieilles habitudes et de ces vieilles croyances qui, au fil des années, ont positionné les auditeurs comme des contrôleurs. Les pratiques anciennes demandaient par exemple à ce que les écarts constatés au cours des audits soient notifiés dans les rapports sous forme de non-conformité majeure ou mineure, de remarques, de points sensibles, etc. Toutes ces formules et ces expressions sont empreintes d'ondes négatives, ce qui fait que les audités cachent ce qui ne va pas bien et que les auditeurs ont du mal à trouver ce qui peut être amélioré. C'est un vilain jeu de chat et de souris. Quand un rapport d'audit montre des écarts, il dévalorise l'audité. Celui-ci est jugé alors soit incompétent parce qu'il ne connaît pas les modèles, soit négligent parce qu'il les connaît mais il ne les respecte pas, soit, au mieux, un peu benet car il n'a pas su cacher ce qui ne marche pas bien. Dans tous les cas, le rapport n'est pas favorable à l'image de l'audité et on comprend effectivement les mauvaises relations qu'il peut y avoir entre les deux parties. Dans une démarche qualité, le fournisseur doit satisfaire les attentes de ses clients. Dans une relation auditeur-audité, l'audité est le client et l'auditeur le fournisseur. Le client ne demande pas qu'on le fasse passer pour incompétent, mais qu'on l'aide à améliorer la performance de son domaine d'activité. La première attitude bienveillante que l'auditeur doit mettre en place, c'est de ne plus utiliser de vocabulaire négatif, ni oralement, ni dans le rapport. Les écarts seront alors transformés en points forts et en engagements d'amélioration ou en pistes d'amélioration ou de progrès, et c'est tout. Les audités sont des adultes responsables, et si l'auditeur fait bien son travail et partage ses constats d'écart avec les audités qui prennent conscience des potentiels d'amélioration possibles, nul besoin de les menacer avec des expressions du genre non-conformité majeure ou mineure. L'auditeur est un poseur de questions intelligentes, si possible, et dans sa panoplie figurent quelques questions magiques. Il écoute et comprend l'activité de l'audité ou une partie de ses activités. Il demande à l'audité de réaliser un travail devant lui ou d'ouvrir un dossier. Il cherche à comprendre le détail avec l'entonnoir et le mot concrètement pour amener les audités à répondre de manière précise et détaillée. Il demande des exemples qui lui apportent une preuve documentaire d'un enregistrement ou d'une bonne pratique. Il fait prendre conscience d'un problème avec la question « Qu'en pensez-vous » Il demande un engagement d'amélioration si l'écart est avéré. Il reformule le problème pour que l'audité le comprenne parfaitement.
La bienveillance, comme cela a été évoqué précédemment, consiste à aider l'audité dans la recherche de performance et à le mettre en valeur. Si l'on note des écarts dans un rapport, c'est une forme de critique négative. Il faut donc transformer ces écarts en engagement, en piste d'amélioration. On est dans la logique du management de la qualité, car ce qui est important, ce n'est pas tant de signaler des dysfonctionnements que de les traiter. Un écart, quelle que soit son importance, n'est pas, dans la quasi-totalité des cas, d'une gravité extrême. Et le serait-il qu'une absence de réaction serait plus grave que l'écart lui-même? Il faut que les audités n'aient pas peur de reconnaître des écarts et que cela ne leur nuise pas. La bienveillance consiste donc à identifier les écarts, mais à aller plus loin dans une logique de qualité, c'est-à-dire dans une logique d'amélioration permanente. Un écart est un fait du passé, et le passé ne nous intéresse pas. C'est l'avenir qui compte, c'est-à-dire ce que l'on va faire pour que l'écart en question ne se reproduise jamais. On note l'écart, mais on prend le temps d'en faire prendre conscience aux audités, et notamment aux témoins qui nous accompagnent, puisqu'il est le représentant de sa direction et qu'il est habilité à s'engager dans des actions d'amélioration. La question magique est alors, qu'en pensez-vous? Si l'audité n'a pas d'explication logique à fournir à l'auditeur qui lui signale une situation avec un écart possible, il répondra par des signes d'incompréhension ou par des phrases du genre « je ne comprends pas, ce n'est pas normal, etc. » Il faudra lui laisser le temps de prendre conscience du problème, car s'il n'est pas convaincu que c'en est un, il ne fera rien pour le corriger. Après quelques secondes de silence, l'auditeur posera la question qui transforme un écart en piste d'amélioration, ou plutôt en un engagement d'amélioration. Et la question est, que comptez-vous faire? Ou, éventuellement, n'y a-t-il pas là une piste d'amélioration, une piste de réflexion? Si l'audité accepte l'écart, parce qu'il lui est impossible de le nier, si c'est un constat factuel, il ne peut répondre négativement. Il dira oui, tout simplement, et il ne reste plus qu'à lui demander la permission de noter cet engagement d'amélioration dans le rapport, ce qu'il ne peut refuser non plus, bien entendu. Cette démo est terminée. Vous avez pu ainsi découvrir l'intérêt de nos webinaires pour vous former. Tous sont construits sur la base de ce modèle, mais de manière plus détaillée et plus riche, avec un nombre de diapositives variant selon vos objectifs qui peuvent être d'acquérir une compréhension complète d'un concept avec les modules connaissances, ou d'expliquer un concept afin d'impliquer les employés de tout niveau avec les modules sensibilisation, ou bien encore de convaincre une direction générale de piloter le concept avec les modules découverte. Vous avez le choix entre des webinaires relatifs au concept d'audit interne bienveillant, de qualité nouvelle, d'approche risque et opportunité, de qualité de vie au travail. Pour poursuivre, vous pouvez acheter nos supports de formation prêts à l'emploi, nos FPE, qui incluent les diapositives constituant ces webinaires avec un ajout de compléments tels que des jeux, des exercices, des documents, des QCM, des conducteurs, des livrets de participants, etc. Tout cela vous permettra d'animer vous-même des formations d'une durée comprise entre une demi-journée et 2 jours, selon le module choisi, sensibilisation, découverte ou connaissance. Lors de l'achat d'une FPE, nous vous accordons une remise égale au coût du webinaire que vous avez récemment acquis.